Ascenseurs bloqués, chauffage coupé, métro et aéroports immobilisés, ce matin-là, en pleine guerre froide, le Québec se réveille avec un blackout total qui touche près de 6 millions de personnes. Au même moment, les systèmes électriques de Suède et du Royaume-Uni connaissent aussi des problèmes. En Californie, des garages s'ouvrent et se ferment sans raison apparente, et dans la navette Discovery qui vient de décoller, le capteur d'un des réservoirs s'affole. D'étranges aurores rouges illuminent le ciel jusqu'en Floride et à Cuba. Cette scène est bien réelle, elle se passe en mars 1989. Maintenant, essayez d'imaginer la même scène mais dans le monde toujours plus connecté de 2024. Salut, c'est Lucas. Plus récemment, depuis le printemps 2024, vous avez peut-être aperçu d'impressionnantes aurores boréales dans des dizaines d'endroits où on n'a pas l'habitude d'en voir, comme ici dans le Larzac ou encore là à Paris. J'ai appris que ces spectacles visuels, ils peuvent être liés à des phénomènes dévastateurs comme celui que je viens de vous raconter. Alors que les aurores se multiplient, signe d'un regain d'activité du soleil, des médias ou des scientifiques craignent une possible tempête majeure ou tempête du siècle qui pourrait avoir des conséquences extrêmes et inédites. Il faut savoir quand même que l'activité du soleil, elle est prise en compte dans les scénarios catastrophes. Alors quelles menaces dévoilent les aurores boréales, peut-on prévoir ce type d'événements extrêmes et y faire face? Je vous explique. Tout commence à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, sur le Soleil, notre étoile. Malgré cette distance immense, plusieurs phénomènes qui se produisent à la surface du Soleil peuvent avoir des conséquences très concrètes chez nous, potentiellement terribles. Depuis quelques années, l'activité du soleil, elle se renforce, le soleil est de plus en plus actif. Et on se rend compte aussi du lien entre le soleil et la Terre. Et ça, on s'en est notamment rendu compte lors d'un événement solaire extrême qui a frappé la Terre en 1859. Voici l'événement de Carrington. If something like that happened again today, the consequences could be much more severe. Remontons donc en septembre 1859. Ce jour-là, dans cet observatoire, l'astronome anglais Richard Carrington observe des taches visibles à la surface du Soleil. Soudain, il aperçoit un important flash lumineux. Et quelques heures plus tard, en fait, on a vu au niveau de la Terre que les mesures du magnétisme terrestre ont commencé à fluctuer énormément. Au même moment, des réseaux de télégraphes qui permettent d'envoyer des messages à des centaines ou des milliers de kilomètres connaissent d'importants dysfonctionnements. Les courants induits par cet événement au niveau de la Terre se sont propagés sur les réseaux du télégraphe et on parle de personnes qui se sont pris des décharges électriques. Ces courants, ils déclenchent même des incendies dans plusieurs postes de télégraphe et rendent inutilisable une importante partie des 200 000 km de lignes télégraphiques en Europe et aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Pendant environ 24 heures, puis 48 heures, des aurores de différentes couleurs sont observées à de très nombreux endroits inhabituels du globe, comme en Espagne, en Italie, puis quelques jours plus tard au Japon, au nord du Chili et même à Cuba et en Amérique centrale. Au plus fort du phénomène, l'une des aurores serait si brillante qu'elle permettrait, je cite, de lire un journal en pleine nuit. C'est un réseau de télécommunications qui montre en fait l'impact que peut avoir cette activité solaire, pas que sur la nature avec les aurores boréales, mais aussi sur les technologies humaines. Mais dans un monde comme celui d'aujourd'hui, quels peuvent être les impacts de ces événements solaires ? Prenons les choses dans l'ordre et commençons par l'espace. Suite à certaines activités solaires, des rayonnements en provenance du Soleil peuvent blesser des astronautes qui ne seraient pas protégés. En fait, ils se reçoivent des radiations comme si en fait on était dans une sorte de micro-ondes. Autre exemple, en février 2022, une quarantaine de satellites internet Starlink lancés par Elon Musk sont déviés de leur orbite avant d'être totalement perdus. En fait, dans l'espace ou dans la partie haute de l'atmosphère terrestre, différents événements solaires peuvent perturber plus ou moins fortement des engins spatiaux et des satellites. Plus récemment, en mai 2024, alors qu'on observe de magnifiques aurores boréales dans plusieurs pays, des exploitations agricoles aux États-Unis perdent le système GPS qui permettait aux tracteurs d'optimiser les semis. It's the biggest storm geomagnetically that we've had in about 21 years. En effet, les perturbations ou pertes de satellites dont on a parlé peuvent avoir de nombreuses conséquences selon leur fonction. Ça peut par exemple compliquer ou couper certaines communications, des données météo et aussi donc le fonctionnement des GPS. Ça peut avoir des conséquences vraiment diverses. Je pense au niveau de la transportation maritime, des forages pétroliers dans les océans. Ils ont vraiment de savoir exactement où est-ce qu'ils sont en train de forer. Il suffirait qu'il y ait des fluctuations au niveau du GPS pour ne pas creuser exactement au bon endroit. Et ça, ce sont des opérations qui coûtent énormément d'argent. Encore plus proche de nous, j'ai découvert un autre effet que je ne connaissais pas du tout. En fait, dans certains cas, des radiations peuvent toucher les passagers de certains avions et affecter leur santé. En 2017, certains secours déployés pendant la tempête Irma ont de grandes difficultés à communiquer par radio. Les télécommunications radio pour les équipes de sauvetage
était complètement inutilisable du fait de l'effet de cette tempête solaire. En effet, des phénomènes solaires peuvent aussi perturber plusieurs types d'ondes radio. Enfin, en 2003, en Suède, un événement solaire significatif entraîne une coupure totale d'électricité chez 50 000 personnes. Ces importants bouleversements des réseaux électriques sont parmi les conséquences les plus redoutables. Alors, si l'événement de Carrington ou celui du Québec se produisait aujourd'hui, cette étude indique qu'il y aurait un impact profond sur la vie quotidienne de millions de personnes. Et ça à cause des effets directs, mais aussi des impacts sur le système de production économique mondialisé. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de nos réseaux électriques, qui dépendent aussi de nos réseaux satellitaires, et des systèmes de télécommunication, les interactions bancaires. Tout ça, ça va être impacté en premier lieu. Et donc tout ça, ça peut avoir des conséquences sur, par exemple, les réseaux ferroviaires, sur la distribution d'électricité dans les foyers, sur les réseaux de distribution d'alimentation. Les effets directs ou indirects pourraient plonger de nombreuses personnes dans la pauvreté, voire causer des blessés ou des morts. Pour remettre en marche l'intégralité des systèmes électriques affectés, il faudrait plusieurs jours à plus d'1 an selon l'ampleur de dégâts. L'étude que je viens de citer, publiée en 2014, calcule que si un événement solaire comme celui de 1989 au Québec se produisait aujourd'hui, cela entraînerait une perte mondiale de 2400 à 3400 milliards de dollars américains par an. Ça représente environ 4 à 6% du PIB mondial, et c'est selon l'étude proche des impacts des guerres, des crises financières extrêmes ou des coûts estimés pour les futurs changements climatiques. Autre menace, un événement solaire d'ampleur pourrait détériorer le fonctionnement de certains gigantesques câbles sous-marins qui permettent le fonctionnement d'Internet. Selon cet article de 2021, cela pourrait entraîner des pannes Internet à grande échelle durant plusieurs mois. Pour voir si un événement de cette ampleur peut se produire aujourd'hui, il faut déjà qu'on voit comment fonctionnent ces phénomènes solaires. Pour comprendre leur origine, il faut remonter au Soleil. Le Soleil, il est composé de gaz qui sont chauffés à des températures incroyables, on parle de millions de degrés. Sans rentrer dans les détails, notre étoile peut entraîner d'intenses phénomènes que je vais essayer de vous résumer. Ici à gauche, voici un premier exemple. C'est ce qu'on appelle une éjection de masse ou CME, qui est aussi souvent appelée dans le langage courant tempête solaire. C'est en gros un important dégagement de matière solaire de particules vers l'espace accompagné d'un champ magnétique. En s'éloignant du Soleil, ce phénomène grandit et forme une sorte de gigantesque nuage magnétique qui peut voyager jusqu'à la Terre. Ce sont vraiment des nuages, un peu comme si on s'imaginait une sorte d'ouragan, vraiment des ouragans de l'espace qui vont transporter du matériel solaire ainsi que du champ magnétique. Deuxième phénomène qui peut être provoqué par le Soleil, les vents solaires rapides. Là aussi, ce sont notamment des particules qui s'échappent du Soleil, mais cette fois depuis ce type de région sombre. En gros, ça ressemble à ça. Ces deux phénomènes, donc les éjections de masse et les vents solaires rapides, ils peuvent avoir d'importantes conséquences si la Terre se trouve sur leur passage. En approchant de notre planète, les particules dégagées et le champ magnétique se heurtent à un bouclier invisible ici en bleu. Et en cognant en quelque sorte sur ce bouclier magnétique, ça le déforme et ça ramène des particules accélérées vers les pôles nord et sud. Ensuite, lorsque certaines de ces particules percutent l'oxygène ou l'azote que l'on trouve dans notre atmosphère, cela libère de la lumière de différentes couleurs. Ce sont les aurores qu'on appelle aurores boréales dans l'hémisphère nord, mais aussi aurores australes dans l'hémisphère sud. Pourquoi est-ce que récemment on en a vu plus à des latitudes où on en voit peu? C'est juste l'intensité de ces tempêtes solaires, l'intensité de cette activité solaire. On a un événement puis un autre puis un autre. Et en fait ça va en quelque sorte faire vibrer cette cloche magnétique et faire que les aurores boréales vont se déplacer de plus en plus à des latitudes beaucoup plus basses. Mais il n'y a pas que cette conséquence visuellement assez magique. Lorsque le bouclier magnétique se compresse fortement face à un événement solaire, ça peut aussi déclencher sur Terre ce qu'on appelle un orage ou une tempête géomagnétique. Pour finir, en plus des éjections de masse et des vents solaires rapides dont je vous ai parlé, on va voir un troisième exemple de phénomène que peut entraîner le Soleil. C'est ce qu'on appelle généralement les éruptions solaires, liées à ce qu'on peut aussi appeler embriancement ou flares en anglais. Et c'est ça qu'a pu observer Richard Carrington et d'autres astronomes en 1859. Pour résumer, ce sont des sortes de flashs qui impliquent notamment le rejet de grandes quantités d'énergie électromagnétique. Les éruptions et les éjections de masse, elles sont souvent liées, mais pas toujours. As it comes further away from the sun, it gets bigger and bigger. So if it's going in the general vicinity of the Earth, it's highly likely that they are going to actually hit the Earth. Je vous rassure, pas besoin de forcément tout retenir, l'important c'est de comprendre qu'il y a des phénomènes causés par le Soleil qui peuvent atteindre la Terre. Je ne rentre pas dans les détails de tous les mécanismes en jeu car il faudrait une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. Ce qu'on peut retenir en gros, c'est que différents événements solaires peuvent avoir des conséquences majeures et très diverses. Bon, c'est vrai que dans les exemples récents dont je vous ai parlé, les conséquences semblent à chaque fois relativement restreintes. Mais le truc c'est qu'aucune tempête ou événement solaire majeur comme ceux
ceux de 1859 ou 1989 n'ont encore touché notre planète depuis qu'on est devenu aussi dépendant des systèmes électriques, des GPS ou encore d'Internet. Alors est-ce que de tels événements pourraient se reproduire et si oui bientôt comme certains l'affirment? Nous sommes en juillet 2012. On pense que cette éjection coronale, qui s'approche rapidement de la Terre, est au moins aussi extrême que celle de Carrington. Finalement, elle passe à côté de notre planète, mais une semaine plus tôt, nous étions sur sa trajectoire et nous aurions pu connaître de graves conséquences. Mais alors, quelles sont les chances, ou plutôt les malchances, pour qu'un événement solaire d'ampleur frappe de nouveau la Terre? J'avoue que j'ai eu du mal à me faire une idée précise car ce sont des phénomènes très difficiles à prévoir. Un des indices utilisés pour tenter de mesurer et prévoir l'activité du Soleil, ce sont ces taches solaires. Ce sont ces mêmes taches qu'ont dessinées Richard Carrington, mais aussi d'autres astronomes pendant la tempête de 1859. Depuis les premières observations fiables dans les années 1750, on remarque que le nombre de taches solaires varie à la hausse ou à la baisse, et que ces variations ont déjà dessiné 24 cycles solaires avec un pic tous les 10 à 13 ans. On voit au fur et à mesure du cycle l'apparition de ces points chauds en quelque sorte, où on a cet emmagasinement de champs magnétiques, et ça va augmenter au fur et à mesure du cycle, et plus ça se complexifie, plus effectivement on a tendance à avoir des tempêtes solaires qui sont plus fortes. Aujourd'hui, nous sommes ici au début du 25e cycle, commencé en 2019. Selon cette projection de l'agence américaine NOAA, nous serions à l'approche d'un pic d'activité solaire qui devrait se produire en gros entre février et octobre 2025. Cela contribue à expliquer les nombreuses aurores qu'on a pu observer dans de nombreux pays, mais fait aussi craindre des événements solaires d'ampleur. Cette activité n'est pas constante. C'est un peu comme si on avait une période sur Terre où on a des ouragans. On sait à peu près à quelle période de l'année on en a, mais on ne peut pas forcément prédire si elles vont être grosses, importantes, etc. Et de temps en temps, on peut avoir un événement après un autre. Toujours selon cette projection, le maximum de ce cycle resterait en dessous de plusieurs pics passés. On ne voit pas une remontée très forte de taches solaires qui nous dirait qu'on est vraiment complètement dans les choux, il se passe quelque chose de très intrigant. Au contraire, ça a l'air plutôt d'être un cycle normal, assez conséquent, mais pas plus que d'autres que l'on a eu dans les années précédentes. En fait, on ne saura que quand on sera dans la phase descendante du cycle, si on a vraiment atteint et quand est-ce qu'on aura atteint ce maximum. Autre nuance, les événements importants peuvent toucher la Terre en dehors de ces pics, comme en 1921. Cette année-là, alors que nous sommes proches d'un minimum solaire, une violente tempête géomagnétique s'abat sur Terre, provoquant des incendies dans des postes de télégraphe suédois. Sur ce site, l'agence NOAA fournit tous les jours des bulletins de météo spatiale. C'est un peu comme des bulletins météo classiques, sauf que là, ça donne différents niveaux d'alerte pour plusieurs phénomènes, notamment liés à l'activité solaire. Par exemple, les tempêtes géomagnétiques dont on a parlé, ou les tempêtes de rayonnement. Et sur cette page, l'agence américaine présente ces phénomènes par niveau d'impact possible et donne une estimation de la fréquence à laquelle ils peuvent se produire. Par exemple, les tempêtes de rayonnement solaire les plus extrêmes, qui peuvent notamment toucher les passagers des avions et endommager plusieurs satellites, eh bien elles se produiront en moyenne moins d'une fois tous les 11 ans. Pour les tempêtes géomagnétiques extrêmes, qui pourraient notamment produire des pannes de courant et des problèmes de radio et de navigation satellite, ce serait en moyenne 4 jours tous les 11 ans. Plusieurs scientifiques et organismes tentent de calculer les probabilités d'événements solaires majeurs, notamment à partir de statistiques d'événements passés. Une étude de 2024 a par exemple calculé la probabilité d'une tempête d'une intensité similaire ou supérieure à celle de Carrington en 1859. Résultat, selon l'étude, cela pourrait se produire tous les 200 à 2800 ans, en fonction de ce qu'on retient pour le calcul. Il y a tellement de caractéristiques, donc la vitesse, l'orientation du champ magnétique, que l'on ne connaît pas à l'avance. On n'a pas non plus la capacité de savoir quand est-ce qu'une tempête solaire ou quand est-ce que des particules énergétiques vont être libérées. Donc on n'a pas la possibilité de prédire exactement quand est-ce que ça va se passer. On a quand même des moyens pour nous indiquer si ça va arriver à la Terre. Si ça arrivait à la Terre, il y aurait peut-être telle ou telle conséquence. Face à ces différents risques, je me suis demandé si on pouvait se protéger. Déjà, le bouclier magnétique terrestre nous protège naturellement d'une partie des conséquences, comme par exemple des rayonnements dangereux pour la santé. En plus de ce bouclier naturel, certains scientifiques imaginent déployer un bouclier artificiel pour renforcer la protection de la Terre. Ce projet serait titanesque, il impliquerait notamment des développements technologiques et des coûts très importants. C'est pas dans les prochaines années que l'on va voir ça, puisqu'on a, en tout cas au niveau des agences spatiales, des projets qui sont quand même bien définis. Il y a encore énormément d'idées qui doivent être développées, et je pense qu'il y en a certaines qui sont très existantes. Plusieurs pays ont intégré les événements solaires dans leur plan de gestion des risques. Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, plusieurs entreprises potentiellement vulnérables mettent en place des mesures de protection. Il y a certaines opérations au niveau des satellites scientifiques
ou si on sait qu'il va y avoir un événement à particules, on va pouvoir se protéger. Les distributeurs d'électricité, quand on sait qu'il y a trop de courant électrique, ben, on peut amoindrir le courant électrique qui sort de la production d'électricité directement. Dans l'aviation civile, on a déjà des déviations de certains parcours. On n'a pas forcément la compréhension de comment est-ce que tous les phénomènes peuvent être impactés. Mais bon, je dirais qu'on a quand même des systèmes qui sont relativement robustes par rapport à une éruption solaire qui serait quand même intense. À côté de ces mesures de protection, plusieurs agences spatiales cherchent à obtenir des prévisions de plus en plus précises et de plus en plus tôt pour anticiper les conséquences. Par exemple, la NASA aux États-Unis ou l'ESA en Europe renforcent depuis plusieurs années leur service de météo spatiale. In the last big one, they didn't have the types of tools I have available in the forecast office to model these storms and to predict their arrival times. And that's been huge. The Space Weather Prediction Center has been working closely with the industry and regulators to help them understand what space weather is and to prepare for it. Plusieurs scientifiques développent aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre ces phénomènes d'ampleur et leur fréquence. De nouveaux satellites sont notamment déployés à des endroits stratégiques que l'on appelle les points de Lagrange afin de mieux surveiller le Soleil. On a déjà en fait des données depuis le point de Lagrange 1 qui se situe entre la Terre et le Soleil, proche de la Terre. Mais en fait, ce jeu de données ne nous informe que l'état de ce qui va nous arriver à la Terre à quelques heures près. L'Agence spatiale européenne, elle a effectivement une mission spatiale censée se positionner à ce qu'on appelle le point de Lagrange 5. Et l'idée, c'est que comme le Soleil tourne sur lui-même, c'est de pouvoir voir justement ces régions, ces sortes de points chauds. On peut avoir la naissance des tempêtes solaires ou de l'injection des particules énergétiques avant en fait qu'elles ne soient face à la Terre. Je ne veux pas minimiser les risques parce qu'on sait qu'ils existent. Encore une fois, on n'a pas forcément la compréhension de tous les impacts possibles sur nos sociétés. Mais en même temps, quand on regarde la fréquence des événements, des gros événements, en fait, il y en a très peu. Donc, on peut pas les minimiser, c'est sûr. Mais on ne peut pas non plus avoir un discours catastrophiste chaque fois. De manière générale, les conséquences principales que l'on va avoir, c'est des belles aurores boréales et australes. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut rappeler au public. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'avoue qu'il y a beaucoup de ces phénomènes astrophysiques que je ne connaissais pas et que j'ai découvert pour cette vidéo. J'ai essayé de trouver un équilibre entre vulgariser au maximum des phénomènes parfois très complexes et en même temps donner pas mal d'infos. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets ou qui en sont passionnés, alors n'hésitez pas à apporter des compléments, des précisions ou même des questions. Tous ces commentaires seront les bienvenus. Un grand merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette vidéo. On se retrouve dès dimanche prochain pour un nouvel épisode sur un sujet qui m'a marqué.